sommes de retour sur ce plateau avec Monsieur Arnaud, notre coach. Comment vous allez, Monsieur Arnaud? J'ai appris que vous avez fêté hier tellement que vous avez fini jusqu'à 23 h. Merci beaucoup, Light. Alors, l'information que tu as reçue, malheureusement, est erronée. Oh. Parce qu'hier, moi, je me suis couché déjà à 22h30. Pourquoi? Qui t'a informé? C'est non, il n'est pas voulu terminer. Donc, la source de l'information, il faut revoir cette source-là. Sinon, je vais bien. Noël s'est bien passé, on rend grâce à Dieu. L'essentiel, c'est qu'on est en forme et voilà, les activités reprennent et on avance. Vos deux bébés vont bien? Les deuxièmes, oui, il arrive. Non, quand je parle de bébé, vous avez une grande, oui, bébé. Oui, les deux se portent à merveille. Alors, dans ce sens, oui, les deux se portent à merveille. Ah, oui. Vous étiez là depuis, et puis j'espère bien, vous avez écouté les témoignages sur lesquels nous sommes intervenus tout à l'heure. Oui, bien sûr. Est-ce que il faut que je formule bien la phrase, là. Sinon on va me donner coup sur la tête. Ouais, clair. Dans un couple, surtout quand on a des enfants, comment est-ce qu'il faut gérer? Surtout quand dans ce genre de cas. Oui, alors, la situation telle que présentée, le papa a pris ses responsabilités. Et il se peut que la maman ne soit pas d'accord, parce que ça arrive souvent dans l'éducation de l'enfant. Le papa ou bien l'un peut agir d'une certaine manière qui n'a pas plu à l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas manifester son désaccord devant l'enfant. Le désaccord doit être manifesté quand vous serez ensemble, vous deux parents. Pour dire, dans les prochaines fois, j'aurais aimé que tu fasses comme ceci, j'aurais voulu plutôt que tu procèdes comme ceci. Et ils discutent ensemble. Mais jamais manifester votre désaccord devant l'enfant. L'enfant va prendre de l'avantage sur vous tout à l'heure. Cette maman, telle qu'elle a posé la question, si elle ne connaît pas ceci, il y a une forte chance qu'elle chercherait à dire à l'enfant, mais tu sais, ton papa n'a pas bien fait, il n'aurait pas dû te taper, moi je t'ai compris, etc. Et c'est ça qui divise, qui n'est pas bien dans un foyer. L'enfant aura tendance à croire que c'est la maman qui l'aime plus que le papa, alors que le papa l'a tapé par amour. Donc, il faudrait... Oui, c'est parce qu'il n'aimait pas cette fille, il va s'en foutre. Mais quelle que soit l'heure que l'enfant rentre, ce n'est pas son problème. S'il l'a tapé, c'est le signe de son amour. Donc, il faudrait que les deux puissent discuter. Peut-être la forme, si la maman n'a pas aimé la forme, c'est à discuter entre eux. Mais l'enfant mérite une correction. On peut ne pas corriger avec le bâton, mais il faut une punition, il faut une sanction pour que l'enfant apprenne. Tout à l'heure, j'ai vu dans l'intervention, le frère disait que le papa, on peut ne pas taper. Oui, on peut ne pas taper, mais pourquoi on tape en fait? L'objectif n'est pas de faire souffrir, hein, c'est de marquer la personne pour que, dans son cerveau, il attache la peur par rapport, ou bien la crainte par rapport à ce acte-là. Donc, tout acte similaire, il va se rappeler que c'est interdit. C'est pour ça qu'on utilise. Donc, toute formule qu'on peut utiliser pour marquer l'enfant, pour qu'il sache que cet acte est interdit, sera utilisé. Noah, Monsieur Wanda. Tout est dit, hein? Tu n'as pas de questions? Non. Par exemple, vous n'avez pas besoin de les taper. Vous les grondez, ça les marque. Il y a des enfants, vous les grondez sans leur dire rien du tout. Vous devez les taper. C'est pourquoi on n'utilise pas la même forme pour tous les enfants. Il faut connaître chaque enfant. Il y a des enfants, tu n'as pas besoin de les taper. Juste, tu changes de mine, ça le marque, il ne va plus faire ça. Mais il y a un autre enfant que tu changes de mine, que tu cries, ça ne lui dit rien du tout. Tu dois le taper avant que lui, ça ne le marque. Donc, il faut connaître chaque enfant pour savoir quel type de sanction lui infliger. Parce que le but n'est pas de lui faire mal, mais de le marquer dans le cerveau pour qu'il sache que ce acte-là est interdit. Donc, si c'est en communiquant avec lui qu'il va le savoir, juste la communication, ça suffit. C'est en lui parlant que tu sais ça, là, ce n'est pas bien de faire. Depuis l'enfance, tu le sauras. Par exemple, mon petit garçon, quand il fait quelque chose, tu lui dis juste que je suis fâché comme toi, il ne va plus faire. Mais tu n'as pas besoin de le taper parce qu'il ne supporte pas qu'on le gronde. J'ai raison là. Mais il y a d'autres enfants, tu dois le taper, tu ne le tapes pas, il ne se rendra même pas compte qu'il a fait quelque chose de mauvais. C'est ça. Mais si vous me permettez, en vrai, il y a certains parents, eux, ils ont été éduqués, d'accord, avec le bâton. Alors que leur enfant, en tout cas avec lui, on doit communiquer. Donc ces parents, étant en tout cas connaissant seulement le bâton, donc ils emploient souvent le bâton et ça ne passe pas. L'enfant aura la crainte, mais va répéter les mêmes choses. Oui, vous avez été traumatisé. Le même système pour tout le monde.
Malheureusement, à l'école, on nous a fait ça, hein, on nous a utilisé le même système. Sinon, en réalité, on ne fonctionne pas sur les mêmes systèmes. Il y a des enfants, il faut le taper. Il y a des enfants, il faut lui parler, il faut le conscientiser. Il y a des enfants, tu lui dis une fois, il va peut-être reprendre, tu vas lui redire encore, et puis il va changer. Ça veut dire que vous rappelez, parfois tu es à l'école, on te pose une question, tu n'as pas la réponse, on te tape. Ça veut dire qu'on te tape, mais c'est là que tu t'embrouilles davantage. Exactement. Émilie, qu'est-ce que tu es venu chercher là-bas? Est-ce que c'est passé même d'aller à l'école? C'est la question que je te pose, hein, franchement. Alors que l'objectif n'est pas de te taper, on veut que tu arrives à réfléchir pour trouver la réponse. Mais il y a des gens, quand on les tape, là, la réflexion devient automatique. Tu vas voir, il va trouver la bonne réponse. En tout cas, c'est pas moi. Hein. C'est Wanda, ça. Quelqu'un, on l'a appliqué à tout le monde. Pensant que si on tape, il va. Il y a des enfants, ils seront en train d'errer comme ça, tu le tapes en même temps, et puis son cerveau se réveille, il donne les bonnes réponses, tac, tac, tac. Mais un autre enfant, quand tu vas le taper là, c'est là, il va s'embrouiller, il ne va plus se retrouver. Donc, il faut savoir comment éduquer l'enfant. Et il faut connaître les comportements. Les comportements, savoir comment chaque enfant fonctionne. Chaque enfant. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'enfant qu'on peut taper, c'est lié encore à ce dont on avait parlé, les langages d'amour. Ouais. Mais lié ça carrément au truc là. Comment appelle-t-on? Je viens d'utiliser le mot tout à l'heure. Au tempérament. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, il y a... Oui, bonjour madame. Je vais lire votre témoignage et j'aimerais que vous prêtez attention à ce qui sera dit. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est juste une seule phrase. Je suis fatiguée de préparer pour les amis de mon mari. Je reprends. Bonjour Nectar. Donc, ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez intervenir. C'est à cause de ça qu'on est là. Et il y a un monsieur qui a demandé si depuis la Côte d'Ivoire, il peut intervenir. Oui, intervenez. Tous ceux qui peuvent intervenir, intervenez. Bonjour Nectar, je suis fatiguée de préparer pour les amis de mon mari. Voilà. Alors, la dernière fois, j'ai parlé d'un sujet ici. On avait dit qu'on devait revenir dessus sur la question de l'histoire de vie des fiancés. Oui. Dans le cheminement, il y a des discussions à faire pour se connaître davantage. Si ce problème se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne connaît pas l'importance des amis dans la vie de son conjoint avant qu'il ne se marie. Il doit connaître quelle est l'importance que son mari donne à la notion d'amis. Et quand ils seront mariés, quel sera le traitement réservé aux amis? Tout ça, là, c'est des choses qu'il faut discuter. Quand nous parlons de... vous savez, parfois, on accompagne des gens. Il y a une fille qui dit, ce monsieur veut m'épouser et il est pressé de m'épouser. Donc, je dis, bon, est-ce qu'il te connaît? La fille va te dire non. Parce que la fille, c'est qu'il ne le connaît pas. Mais quand on demande au monsieur, il dit non, mais je te connais. Voilà, on a dit... C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui discute avec lui que tu vas penser que tu... Il y a des relations qui ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais en fait, ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle normalement quand on est en relation. Ils discutent des gens au lieu de parler d'eux. Donc, c'est dans les discussions préliminaires avant le mariage, tu dois savoir la notion d'amis chez lui, la notion religion, tout ça, quelle est la place que ça occupe chez lui, comment il a vécu dans sa famille, quel type d'éducation il a reçu, quelle est la place de la tradition chez lui. Tout ça, là, vous devez le savoir et harmoniser vos points de vue. J'ai dit la fois dernière que le mariage est le lieu par excellence des compromis. Maintenant que le problème se pose, il n'y a pas de mariage dans lequel vous n'aurez pas de divergences. C'est obligatoire. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, il y a quelqu'un qui est hypocrite ou vous deux, vous êtes hypocrite. Les divergences construisent la relation parce que chaque zone de divergence, c'est comme quand vous voyez la canne à sucre. Vous voyez comment ça présente des endroits où vous voyez que c'est, comment on va les appeler? Il y a les nœuds. Voilà, les nœuds par endroit là. Ouais. C'est comme ça une relation. Les moments de crise, ça permet de fabriquer le nœud là. Ça rend plus solide en fait. Les moments de crise, c'est ça, vous aurez ce nœud là. Le couple devient de plus en plus solide. C'est les moments de crise que le couple se solidifie. Donc, si mon mari, je ne le savais pas, et maintenant dans le foyer, voilà, il a tout le temps des amis. Il y a des gens, leur passion, c'est d'inviter des gens pour venir manger chez eux. Si chaque dimanche, il doit inviter des gens pour qu'on les accueille, et c'est moi seul qui dois faire les tâches et tout ça là, il faudrait que je communique avec le mari. Je dois m'asseoir et discuter avec lui. Et voilà,
je ne suis pas contre le fait qu'il... Alors, si je suis contre, je le dirai. Maintenant, si je ne suis pas contre le fait qu'ils reçoivent des gens, je dirais, je ne suis pas contre. Mais le fait que moi seul, je dois cuisiner pour eux, ensuite faire la vaisselle et tout ça, là, ça me fatigue. Donc, je voudrais qu'on trouve une solution par rapport à cela. Peut-être que ce n'est pas le fait de faire manger aux gens qui la gênent, mais il y a quelque chose qui le ferait souffrir dans ça. Elle doit pouvoir expliquer ça à son mari. Et là, ça touche aussi la question de comment communiquer en couple. On ne dit pas « je suis fatigué de tes amis ». Tu dois dire ce qui te fait mal. Dans la communication en couple ou en relation, on dit comment on se sent. On ne porte pas de jugement de valeur sur l'action de l'autre. Je donne un exemple. Tu m'as blessé, ça ne se dit pas. Tu me mets en colère, ça ne se dit pas. Je me suis senti en colère quand tu as fait telle chose. Là, tu exprimes comment tu t'es senti sans dire c'est toi qui m'as mis en colère. On ne dit pas tu m'as blessé. Je me suis senti blessé quand tu as posé tel acte. Donc, toi, tu ne juges pas l'acte. Tu décris l'acte et tu expliques comment tu t'es senti face à cet acte. C'est comme si on te faisait la devinette, quoi. Non, tu expliques. Tu exprimes. Voilà, tu exprimes comment tu t'es senti face à l'acte posé. Tu décris l'acte posé et comment tu t'es senti. Donc, l'autre, s'il t'aime, il comprend tes sentiments. Son désir n'est pas de susciter ou de provoquer ce type de sentiment en toi. Il se réajuste. Mais quand tu dis tu m'as blessé, je t'ai blessé en quoi? Là, tu l'affrontes. Mais quand tu dis je me suis senti blessé, là, il ne se sent pas affronté, mais il voit toi plutôt qui sent quelque chose de négatif ou bien une souffrance. Là, il peut dire, ah, quand j'ai fait, ce n'est pas avec intention de te faire souffrir, mais c'est plutôt ceci. Ah, comme en le faisant ainsi, ça te fait souffrir, là, je vais réajuster. Donc, ainsi, par exemple, il va exprimer à son mari, tu vois, quand tu reçois les invités, tout ça, là, c'est bien, ça me fait plaisir. Si réellement, ça lui fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on ait des gens, moi aussi, je suis d'accord, mais quand je dois faire la vaisselle seule, après, ça me fatigue énormément et finalement, je suis fatigué le soir, je n'arrive plus à prendre soin de toi comme cela se doit, ainsi de suite. Moi, mes gens ne me mettent pas à l'aise. Le mari comprend, ils vont voir comment allons-nous faire. Là, ensemble, ils vont décider. Si le mari même va l'aider dans la vaisselle ou bien va engager quelqu'un spécialement chaque dimanche qui doit recevoir des gens pour venir faire la vaisselle avec lui, avec elle, ils vont le faire. C'est ça la communication. Maintenant, si le mari est braqué, là, ça dépendra de la manière dont ils ont construit les bases qu'ils ont posées pour leur couple au départ. Parce qu'il y a de ces couples dans lesquels le mari dit, oh, je crois qu'on en avait parlé, moi je finance, toi tu fais tout ce qui est domestique dans la maison. Donc en ce moment, il dit, c'est toi qui as sorti l'argent, c'est moi qui ai sorti l'argent, j'ai dit, on va préparer les gens. Maintenant, c'est juste préparer. Et le mari aussi peut sortir, dit, mais je ne comprends pas la femme que j'ai épousée. Une femme qui trouve difficile de préparer. Alors que le problème n'est pas forcément qu'elle trouve difficile de préparer. Coucou aux hommes qui préparent. Hein. Vous devez savoir comment ça est quand la cuisine. La cuisine. De toute façon, ça aide. Ouais, Homme qui prépare. Mais ça a des complications aussi. Hein, parce que homme qui prépare, il y a forte chance qu'on ne va pas toujours trouver que tu as bien préparé. Parce oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc, la question que j'aimerais poser, dans le cas qu'on vient de soulever, vous avez dit peut-être qu'il y a des paramètres qui ne sont pas en coalition avec ce que la femme veut ou bien ce que la femme a comme éducation. Et si c'est parce que la femme elle-même n'a pas d'amis et le monsieur a des amis et des fois les amis prennent comment dire, plus de place. C'est ça aussi le problème des femmes. Généralement, les femmes ne posent pas bien leurs problèmes. C'est-à-dire que quelque chose de ce genre. Si tu as un problème que ton mari a trop d'amis, ce n'est pas de dire je suis fatigué de leur préparer. Il faut poser le problème sur le fait que ses amis lui prennent plus de temps que toi. Parce que tu vois, c'est ça les problèmes d'incompréhension entre l'homme et la femme. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand tu dis ça. Hein. Non, ça y est. Tu sais, la femme, dans sa manière de communiquer, est différente de la manière dont les hommes communiquent. Tu peux être tout de suite en relation avec une femme et puis dire, vous voulez sortir, peut-être qu'elle est venue en retard, tu es fâché, tu dis, ben voilà. Et puis elle dit, si c'est ça, on ne sort plus. Sans on ne sort plus ne veut pas forcément dire qu'on ne sort plus. C'est vrai. Ça veut dire que tu dois amadouer. C'est ça. Ablereti. Bamidjo. On aime ça, hein. Non, vrai, on aime ça. C'est vrai ce que vous dites, monsieur. Mais on doit changer. C'est toi qui as énervé, mais tu veux qu'on te demande voilà, changeons. Ah, vous reconnaissez. Changeons. Et quand nous sommes rationnels, le masculin est rationnel, il raisonne sur les faits, les mots, tels que tu l'as dit exactement. Donc s'il n'est pas avisé, lui va dire, ok, tu as voulu qu'on arrête, donc on arrête.
Et la fille va s'énerver encore. Ah, donc, comme j'ai dit ça, c'est fini. C'est hein. fini. Tu as choisi qu'on arrête. Mais il faut nous comprendre aussi. Non, Il faut nous connaître. Il faut nous connaître. À quelle école on apprend ça? Oh, L'école de la vie, l'école, c'est là où on est. Ouais, Et là, c'est l'école. Vous comprenez que c'est pas un truc que les hommes... La plupart du temps, les hommes trouvent les femmes compliquées ou difficiles. C'est parce que la femme n'est pas cernable par la raison, c'est tout. Une fois que le masculin comprend qu'on ne peut pas cerner une femme par la raison, il sera en paix. Mais par réflexe, tout masculin cherche à comprendre la femme avec la raison. Tu as dit A égale à B, B égale à C, donc A égale à C. Ça, c'est logique mathématique. Or, la femme ne se retrouvera pas dans cette... Elle peut te dire A égale à B aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que c'est A égale à B. Demain, A ne sera pas égal à B. Donc, si toi, tu utilises la raison en se disant, comme elle a dit ça, ok, donc ceci... La femme peut se lever, voir son armoire et sa garde-robe et dire, je n'ai rien apporté aujourd'hui. Mais quand toi, tu viens là-bas, tu vois tellement d'habits. Comment tu n'as rien? Mais prends quelque chose. Non, parce que selon l'émotion du jour, il y a rien qui correspond. N'est pas voilà. l'émotion là. Non, mais... Donc, grave. Revenons sur la question posée. Oui. La femme doit apprendre. C'est pour ça que nous faisons ces écoles-là aussi, amener les gens à avoir la connaissance, parce que c'est l'ignorance qui tue. Une fois que tu as la connaissance, tu sauras ajuster les choses. La femme doit comprendre qu'il faut bien poser le problème. Est-ce que les amis occupent trop de place dans la vie du couple, c'est-à-dire les amis, peut-être parce que la femme et le monsieur n'ont pas cultivé des passions communes. À l'école, nous amenons les gens, on dit, mais quand vous voulez vous marier, cultivez des visions communes. Et des objectifs communs à atteindre. C'est ce qui va vous unir. Sinon, le mariage, c'est un seul jour. On célèbre ça, vous rentrez. Et puis, si vous n'avez rien à faire ensemble, vous allez vous ennuyer juste après la célébration du mariage. C'est là que vous allez définir des objectifs bizarres. Quelqu'un va se concentrer sur les enfants. Quand les enfants sont nés, toute sa vision, maintenant, c'est les enfants. L'autre va se concentrer sur son bureau, sa vie professionnelle. Et le couple est là comme des colocataires. Ce n'est pas bien. Donc, si c'est les amis qui occupent de place parce qu'elle n'a pas su développer l'amitié avec cet homme, il faut qu'ils asseyent, discutent de ça et apprennent à cultiver. Quelles sont les passions de cet homme? Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce que ses amis lui fournissent et que je n'arrive pas à lui fournir? Travailler sur ça ensemble, parce que le couple, c'est toujours ensemble. Quand c'est l'un qui décide, l'autre ne veut pas, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous, on dit, avant le mariage, mettez beaucoup de choses en commun. Apprenez à unir les points de vue avant. Parce que quand vous rentrez dans le mariage, là, les corrections deviennent difficiles. Tu peux vouloir, l'autre ne veut pas. Quelqu'un dit la fois dernière que le mariage, c'est comme quand tu prends ta moto pour sortir, ou bien ta voiture. Tu peux avoir le permis de conduire, savoir très bien conduire, mais rien ne te garantit que tu ne feras pas d'accident. Parce que quelqu'un qui est qui a bu, lui peut te causer l'accident. Ça veut dire que quand tu rentres dans le foyer, même toi, tu peux être bon. Mais quand tu épouses la mauvaise personne, il y a quelqu'un qui lui ne veut pas que ça marche là. Quelles que soient tes meilleures intentions, tu vas souffrir. Donc, c'est le départ que la femme doit discuter. Maintenant qu'ils sont déjà en couple, il faut voir si le monsieur arrive à communiquer avec lui pour dire, OK, tu vois, le fait que... Et c'est pourquoi j'ai dit, comment communiquer? Ne viens pas dire, tes amis prennent trop de temps, ça me fatigue. J'ai remarqué que tu as de la passion quand tu es dans les activités avec tes amis. La manière dont vous riez, tout ça, là, ça me plaît. Je voudrais vivre ça avec toi. Quand quelqu'un te dit ça, tu ne peux pas te braquer. J'aimerais vivre ça avec toi. Je me dis, ah bon, mais tu sais comment j'ai construit mon amitié avec eux? Et quelles sont les choses qui t'intéressent chez eux, etc. Donc, elle peut subtilement prendre la place de ses amis sans dire ça. Parce qu'elle apprend à connaître les passions de son mari. Elle se positionne pour travailler dessus. Si le mari aime le football, elle n'aimait pas. Elle apprend à aimer le football pour pouvoir causer. S'ils sont ensemble, de quoi est-ce qu'ils parlent? C'est ça l'amitié à construire dans le foyer. Et quand il commence par le faire, quand elle est passionnée et qu'elle met du sien et que le mari aussi est compréhensif, il peut arranger les angles et se retrouver. Le compromis est possible. Mais si le mari est braqué, figé, dit, tu sais, mes amis, c'est mes amis, tu les prépares ou bien tu ne peux pas les préparer, tu laisses le plancher, quelqu'un d'autre viendra les préparer. Là, c'est déjà mal parti. Est-ce que les amis de mon partenaire sont mes amis? Non. Non. Ce sont ses amis, pas tes amis. D'accord. C'est une question qui est arrivée, en fait. Oui, ce ne sont pas tes amis. Donc, je vais transcender la question aussi pour poser une autre... La question de les amis de ma femme ne sont pas les amis de monsieur. Que ça soit carré dans la tête. Maintenant, si, j'étais en train de le dire, si la femme n'a pas d'amis et le monsieur a des amis,
comment est-ce que... Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, parce que je n'ai pas d'amis, quand je suis avec ses amis, je suis gênée, je suis dérangée. Pourquoi tu n'as pas d'amis? Ce sujet, je ne sais pas si on y reviendra, hein, ce sujet de l'histoire de vie dont je parlais la dernière fois. L'histoire de vie, c'est qu'à un moment donné, vous devez connaître le passé de celui avec qui vous voulez vous marier. Son passé, pas dans le but de le juger, pas dans le but de le critiquer, mais de mieux le comprendre et mieux le connaître. Dans ce passé, tu sauras pourquoi il n'a pas d'amis. Tu sauras si c'est des histoires qui se sont passées dans sa vie qui ont fait qu'il n'a pas d'amis. Son tempérament te permettra de savoir pourquoi il n'a pas d'amis. Donc cet ensemble de choses, la connaissance, parce que l'être humain est très complexe, tu ne peux jamais le saisir sur un seul aspect. Maintenant, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'amis que l'autre ne doit pas en avoir. Maintenant, je peux ne pas vouloir que l'autre ait parce que moi, c'est une blessure qui a fait que je n'ai pas d'amis. Tout ce qui est ami, je le vois comme dangereux. Donc du coup, si lui, il a des amis, j'ai l'impression qu'il apporte du danger dans ma famille. C'est-à-dire que si la fille n'a pas d'amis parce que les amis sont dangereux, elle a été traumatisée par des histoires avec des amis ou bien elle a écouté des histoires traumatisantes liées aux amis, elle a duré dans sa vie, je n'aurai pas d'amis. Maintenant, si le mari a des amis, elle aura tendance à croire que ses amis constituent un danger que le mari rapproche d'elle. Ça peut la mettre mal à l'aise. Parce que le seul fait que l'autre a des amis ne devait pas normalement gêner. Si ça gêne, c'est qu'il y a un problème à la base qu'il faut identifier. Il se peut que l'autre a des amis, moi je n'en ai pas, et je trouve qu'il est heureux avec ses amis et moi je suis malheureux. Ça aussi peut faire que, instinctivement, il y a une jalousie humaine. C'est-à-dire que quand l'autre réussit et que tu ne réussis pas, que tu le veuilles ou non, il y a une jalousie instinctivement humaine que tu ressens. Maintenant, selon tes valeurs, tu peux l'éteindre en toi ou le nourrir et devenir sorcier. J'ai pas vu ça venir. Sorcellerie positive peut-être. Non, il n'y en a pas de positif. Donc, si l'autre est heureux avec ses amis et que toi tu es malheureux, normalement la première personne avec qui il faut être ami que nous nous conseillons, nous disons épousez vos amis. C'est-à-dire que vous voulez vous marier, épousez vos amis. C'est les filles souvent qui ne comprennent pas parce que elles autres, l'ami est différent de l'amant. C'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas qu'elles doivent épouser leur ami garçon. Elles pensent que donc toi, mais je te considère comme un ami, je ne peux pas t'épouser, c'est l'erreur. Celui que tu considères comme ami, c'est lui que tu peux épouser parce que vous arrivez en fait à causer et c'est cette amitié que vous allez prolonger simplement dans le mariage. Donc s'ils étaient déjà amis, ils sauront se parler pour gérer les autres amis. C'est parce que leur amitié est plus forte qu'ils se sont mariés. Donc, ça veut dire que cette amitié, en principe, est plus forte que l'amitié avec les autres. Donc, il pourra utiliser ça pour pouvoir gérer les autres aspects d'amitié. Mais sachez que l'ami de mon mari, ou bien l'ami de mon mari, ce ne sont pas mes amis. Et l'ami de ma femme, ce ne sont pas mes amis. Ce sont ses amis à lui. Maintenant, s'il y a des occasions qui vous unissent et que vous finissez par définir une amitié, finalement, de la famille, ça aussi, c'est le temps qui peut le créer. Dans certaines situations, les amis de l'homme, naturellement, commencent pas à apprécier la femme à un niveau donné. Et il y a une certaine amitié qui se crée là-bas. Et ce qui se passe, c'est que des fois, la femme devient plus amie avec les amis de son mari que son mari. Donc, il y a quelque chose au milieu là-bas qui fait que, des fois, il y a certaines femmes qui le font aussi pour éloigner, les amis du mari, en fait. Voilà, pour vraiment mettre cette distance-là et permettre à ce qu'ils ne soient plus tellement à l'aise à venir à tout bout de champ comme ils ont l'habitude de le faire. Est-ce que les amis d'un mari, en fait, qui deviennent les amis de la femme, est-ce qu'il n'y a pas un risque au milieu là-bas? Parce que moi, je me pose des questions, parce que naturellement, des fois, il y a quelque chose qui se crée, quoi. Surtout si la femme est du genre à bien recevoir, toujours avec le sourire, et qu'elle fait toujours de bons petits plats, qu'elle en ajoute toujours, et qu'elle s'assoit même de côté des fois pour participer à la discussion. Il y a quelque chose qui se crée, quoi, coach. Oui. S'il n'y a pas un risque, oui, il y a le risque. Je disais l'autre fois même que le mariage est un risque. Ici, quand les amis, vous savez, le masculin et le féminin, là, vous pouvez tout faire. Il y a toujours l'attraction. L'infidélité, l'inceste, non, l'inceste, au moins, il y a psychologiquement, il y a des barrières psychologiques. L'infidélité, l'adultère, tout ça, là, sont très faciles à commettre. C'est-à-dire que le désir de le commettre est facile à venir. C'est l'ensemble de nos valeurs, de notre éducation, et cet ensemble qui nous permet de pouvoir, au niveau mental, nous l'interdire à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que l'ami garçon de ton mari peut te désirer. Rien ne lui interdit.
Il ne va pas te le dire, il peut le tuer à l'intérieur de lui-même. Mais en tant qu'humain, si tu es une femme belle, il est en face de toi, il peut te désirer. Donc, maintenant, s'il est faible mentalement et que tu es faible, l'irréparable va se commettre. C'est pour ça que, par sagesse, quand on se marie, il y a des types... L'opposé aussi existe. Hein? Tu amènes tes copines, amies dans le couple là. Ton mari va les désirer. Il va les désirer. Et d'ailleurs, comprenez ceci que nous prenons l'amour, nous avons une définition de l'amour que nous disons décision intentionnelle et volontaire de rendre l'autre heureux. Et tout le monde n'a pas cette décision. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu as pris cette décision que tu ne vas pas désirer d'autres personnes. Le désir, c'est permanent. Tu as le désir tout simplement, mais ce n'est pas parce que tu as le désir que tu vas le satisfaire. Mais attention, l'humain est faible. Il ne faut pas tenter le diable en soi. La chair est faible, voilà. Donc, si vous êtes mariés, triez vos amitiés. D'ailleurs, une fois qu'on se marie là, il y a certains types d'amitiés, on les supprime. Voilà. Et maintenant, il y a des limites qu'on pose aux amitiés qu'on conserve. Il y a des limites. Mon mari ne va pas venir. Les amis de ma femme ne doivent pas venir chercher ma femme à la maison quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, elles doivent repartir. Ça ne veut pas dire qu'elles vont l'attendre. Non, on n'attend pas chez moi. Vous n'attendez pas, vous partez. Dans le temps d'attente, quelque chose peut se passer. Et l'inverse. Et aussi. L'inverse, maintenant, si c'est le mari qui dit je viens, attends-moi à la maison, la femme, son ami peut attendre, mais attention, ce n'est pas en ta présence. Ça veut dire qu'il est au salon, toi tu es à la cuisine ou bien voilà, ailleurs. Vous ne restez pas ensemble pour dire je lui tiens compagnie en attendant que mon mari vienne. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont liées à l'éducation, à la sagesse, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Surtout la jeunesse, où ils pensent que tout est facile comme ça, et on se met ensemble, on dit non, c'est mon ami, etc. Vous allez simplement vous retrouver. Nous sommes en Afrique. Vous pouvez aussi vous retrouver dans des maladies et des morts liées à ces histoires d'amis qui se couchent entre eux là. Ça crée des problèmes. Oui. Donc, l'amitié, les amis de mon épouse ne sont pas mes amis. Maintenant, on peut avoir des amis. C'est pourquoi parfois les couples, c'est les amis de couple qu'on crée. C'est-à-dire des couples amis. Voilà. Parce que vous partagez des valeurs communes. On ne les crée pas aussi comme ça parce que rien n'est sûr. Vous allez vous échanger en couple tout à l'heure. Les gens font ça. Ah, vraiment. Parce qu'il y a des valeurs solides. Voilà. Parce que tu es là, tu commences... Parce que vous savez, quand vous êtes en couple, là, c'est très facile de comparer quand vous voyez d'autres couples. Ce n'est pas bien, mais c'est instinctivement, tu vas comparer. Tu vas quelque part et puis tu vois. Moi, il y a un ami qui était venu chez moi. J'étais en train de faire la table. On devait manger, donc je prépare la table. Il dit, mais c'est pas toi qui dois faire la table, c'est ta femme qui devait le faire. Il a regardé, j'ai souri dans mon cœur. C'est parce que nous, on enseigne sur ces genres de choses. Mais ça, là, ça déstabilise. Il y a des fois comme ça, parce que quelqu'un dit ça, le mari va se dire, ah oui, je pense que je donne trop à cette femme-là. Moi, je fais la lessive pour ma femme. Ça ne me gêne pas. C'est moi. Mais tout le monde ne peut pas le faire. C'est ça qui fait que tu rentres dans un foyer, tu ne dois pas comparer la pratique de ce foyer à toi, parce que c'est des compromis qui ont été faits. Moi, je fais la lessive, c'est parce qu'il y a les manières dont nous, on est organisés. Il y a d'autres foyers, tu ne peux pas faire la lessive à cause de la manière dont vous êtes organisés. Donc, tu ne dois pas comparer les choses que vous voyez. Donc, il faut qu'au niveau des amis aussi, ça soit clair pour ne pas créer des problèmes. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Ma question est celle-ci. Monsieur Anawi, ces amis sont-ils de sa profite pour être tout le temps chez leurs amis? Si ce n'est pas le cas, c'est un honneur de recevoir les invités au moins une fois par semaine. Ou mois. Ou sous... Elle entend souvent leur conversation qui devient un poison pour leur couple. Bon, peut-être aussi parce que vous l'avez évoqué. Oui. Et il y a une de nos téléspectatrices, Latifou depuis le Ghana, qui pose une question. Bonjour madame. Bonjour. La femme peut prendre l'appel de son mari? Point d'interrogation. Appel téléphonique. Voilà le débat qui est là. Bon, c'est pour faire quoi? Pourquoi elle va prendre l'appel? C'est toute la question qu'elle a envoyée. La femme peut-elle prendre l'appel de son mari? Ou bien peut prendre l'appel de son mari? C'est la question. Il y a la réponse qui est déjà donnée. Ça, on ne peut pas, il n'y aura pas la règle figée, mais ça va varier. Ça dépend du couple.
ça dépend de qui appelle, ça dépend du travail que le monsieur exerce. Donc, il y a tous les paramètres là à voir. Et quel est le but de la femme qui est en train de décrocher aussi? C'est-à-dire que pourquoi elle décroche? Alors, le monsieur même peut dire décroche. C'est qui est en train d'appeler? Tu regardes, dit oui, décroche, dis-lui tant. Voilà, ça passe. Mais si tu décroches parce que tu penses que c'est une fille qui est appelée, que c'est une copine et tu veux lui parler, ton intention là, et qu'il y a des preuves pour lesquelles peut-être tu es en train de le faire, ça c'est encore autre chose. La question, est-ce que la femme peut décrocher l'appel? Ça va varier en fonction des paramètres. Il y a des hommes, en fonction de sa vie professionnelle, tu ne peux pas décrocher son appel parce que tu ne sais pas qui appelle et tu peux tout de suite lui créer des problèmes au niveau professionnel. Donc, la règle générale n'existe pas pour dire oui, non, mais ça va dépendre. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Je remercie beaucoup votre invité. Moi, Merci. mon fils qui aura bientôt 19 ans n'aime pas que je crie sur lui quand il est en erreur. Mais si je lui parle doucement, il s'excuse le matin très tôt et ne répète plus. Voilà, c'est bien. Donc, ça retourne au langage d'amour. Donc, Voilà. l'enfant vous a un peu instruit comment est-ce qu'il faut lui parler. Je crois qu'il faut faire ça avec cette douceur affaire de aussi. langage-là, c'est très sensible. La personne là cet enfant certainement a le langage d'amour et les paroles valorisantes comme langage. Ça veut dire que s'il fait quelque chose de bien aussi, si à un moment l'apprécie verbalement, il sera très content, il va continuer dans ce sens-là. Donc il suffit que tu lui dises et c'est fini. Tu n'as pas besoin de taper cet enfant. Parce que lui, quand tu lui parles, ça a de l'effet. Maintenant, quand tu cries, l'effet dépasse en fait les normes pour lui. Toi, tu vas penser que tu es en train de crier, mais les mots vont le marquer. Donc tu utilises le ton qu'il faut, tu lui parles et il change. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de le taper. Est-ce qu'à force j'arrive à M. Wanda, est-ce qu'à force peut-être si l'enfant a le langage d'amour verbal, et si vous avez tout le temps envie de le frapper, est-ce que ça va changer son langage d'amour? Le langage d'amour ne change pas. Okay. Il ne changera pas parce que tu le tapes. Si tu le tapes, ça ne va pas atteindre l'objectif que tu veux. Ça va lui faire mal, mais l'objectif ne sera pas atteint. Donc, l'objectif que tu as n'est pas de le taper. C'est de l'amener à changer un comportement donné. Donc, tu utilises la méthode qui marche. Si le taper ne marche pas, donc, tu vois, tu utilises les paroles et ça marche, c'est fini. Il y a d'autres enfants, tu n'as pas besoin d'utiliser des paroles. Il y a les enfants qui aiment, par exemple, les cadeaux. Quand tu lui dis simplement, je ne te ferai plus de cadeaux, ça veut dire qu'il a fait ça et à cause de ça, on le prive d'un cadeau, c'est fini, il va corriger. Rapidement. Voilà. Alors qu'un autre enfant, le privé de cadeaux ne lui dit rien du tout. Tu as été cadeau, quoi. Monsieur Wanda? Donc, souvent, on parle parent-enfant. Donc, même moi, je veux poser une question enfant-parent. Donnons l'exemple parce qu'on sait que c'est le parent qui éduque l'enfant. Maintenant, il arrive que ce sont des enfants aussi qui éduquent les parents, par certaines manières. Parce que des parents ont reçu certaines éducations figées, rigoureuses, catégoriques, et qui font qu'ils agissent d'une certaine manière qui n'aide pas les enfants, d'accord? Et parce que, tel que vous le dites dans le principe du tempérament, de la personnalité, certains enfants, l'exemple là, si bien énuméré, ils n'aimeraient pas qu'on crie sur lui. Il aime qu'on lui parle doucement et il agit. Mais le parent n'a pas été éduqué dans ce format. Lui, on doit lui taper même avant qu'il ne comprenne ce qu'on lui dit. Maintenant, comment est-ce que l'enfant là peut faire comprendre? Parce qu'il y a certains parents, on lui dit, je n'aimerais pas que tu cries sur moi. Tout ça, c'est comme si tu veux lui apprendre que non, lui ne sait pas éduquer. Donc, c'est toi qui veux m'apprendre à éduquer. Donc, ce parent comme ça, comment est-ce que l'enfant peut faire pour amener ce parent à comprendre, lui, son tempérament ou bien sa personnalité? Ça rejoint ce que nous appelons le respect de la hiérarchie et de l'autorité. Le respect de la hiérarchie et de l'autorité. Nous enseignons aussi aux jeunes que nous préparons pour le mariage, parce que quand nous disons que l'homme est la tête, qu'est-ce que ça signifie? Comment respecter l'autorité dans le foyer? Ici, par exemple, l'enfant et le parent, l'enfant est inférieur. En termes d'autorité, c'est le parent qui exerce l'autorité. Et dans le rapport d'autorité et puis subordonné ou bien celui qui est inférieur là, si tu ne sais pas faire, tu prends tout de suite des malédictions. Le parent peut avoir tort, mais si tu ne sais pas agir à son égard, toi tu prends malédiction. Donc qu'est-ce que nous conseillons dans la lignée là? Toi, tu ne peux pas faire des reproches à tes parents comme eux, ils peuvent te le faire. Okay. Maintenant, ça dépendra du type de parents que tu as. Il y a des parents ouverts qui acceptent de communiquer, de dire ça. Avec Eux-mêmes, ils se rabaissent à votre niveau parce qu'ils voudraient parler avec vous.
À ce moment, tu peux lui parler et lui dire, papa, quand tu me fais comme ceci, ça me plaît plus que si tu fais. Et quand je fais quelque chose de mal, dis-le-moi comme ceci, sinon comme ceci. Donc, si c'est des parents ouverts comme ça, ils vont apprécier cette manière dont tu leur as dit, ils vont l'essayer et si ça marche, c'est bon. Il y a des parents carrés. C'est-à-dire que c'est lui seul qui connaît tout. Il est l'incarnation de la connaissance et de la sagesse dans la maison. C'est fort. Vous tous là, vous ne connaissez rien. Ouais. Donc, c'est lui seul qui connaît. Pour ce type de parents, tu ne peux pas l'affronter de front. Ce qu'on fait, tu peux, si la famille est si la grande famille est harmonieuse, tu t'approcheras d'un oncle qui te comprend. Et là, tu ne vas pas juger le parent. C'est ça aussi, les gens ne savent pas comment on rapporte les faits. Quand tu veux rapporter les faits de quelqu'un, ne dis pas qu'il est venu, il a insulté tout le monde. On ne parle pas comme ça. Il est venu, il a dit que telle personne n'est pas normale. Ça veut dire que tu répètes ce que c'est à lui de juger si c'est une insulte ou non. Quand vous venez rapporter les choses et que vous les appréciez, c'est-à-dire vous faites des jugements de valeur, c'est ça qui n'est pas bien, c'est ça qui frustre. Okay. Donc, ici, quand tu vois l'oncle en question, tu rapportes exactement ce que le parent fait, sans dire que le parent insulte les gens. Non, que quand il rentre et que nous sommes en train de dire, par exemple, on était là, il est rentré, on faisait telle chose, et puis il a dit ceci avec tel ton. La personne à qui tu parles est âgée. Il va analyser que, si le parent fait comme ça, ce n'est pas bien. Et maintenant, tu exposes ce que tu aurais voulu. Parce que toi, tu ne peux pas le dire. Lui, c'est son frère. Lui peut le voir maintenant entre grands et lui parler. Et il saura comment lui parler pour qu'il comprenne. Donc, toi, tu ne peux pas. Si c'est un parent carré, tu passeras par la famille élargie avec des gens qui te comprennent dans la famille. C'est eux maintenant d'aller parler à tes parents. Donc, c'est là que ça peut marcher. Mais si toi, tu vas de toutes les façons, si c'est un parent carré, toi, tu viens parler, même tu augmentes tes punitions. Il y a des parents, d'accord, on passe par la famille pour communiquer, mais les parents, il y a certains parents qui n'aiment pas que les enfants aillent vers leur famille pour exposer les problèmes ou bien qui se posent à la maison. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, là, il faut de la sagesse. Qu'est-ce que tu iras dire? Tu ne vas pas aller rapporter des choses intimes à votre famille. Tu vas partir sur des faits, des faits qui sont... Ce n'est pas les choses liées à ton père et à ta maman que tu vas parler. C'est les choses liées à ton père et toi. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait des choses si intimes que ça. Si c'est si intime que ça veut dire que c'est dangereux. Dans ton rapport avec ton père, je ne vois pas la chose qui est tellement intime qu'on ne peut pas parler à un oncle. Parce que l'oncle aussi a des enfants. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est des choses liées à l'éducation. De manière, si le papa a l'habitude de crier sur vous, etc., je ne pense pas que ça soit intime d'en parler à quelqu'un que le papa a l'habitude de crier. D'ailleurs, l'oncle la connaît son frère depuis l'enfance et il comprend des choses que toi, tu ne connais pas. Pour savoir pourquoi ton père fonctionne comme ça. Donc lui, connaissant mieux le père, peut-être même il va t'expliquer certaines choses qui vont t'amener à mieux comprendre les réactions de ton papa. Ouais. Que dans l'enfance, ton papa avait eu ceci, que ton papa même n'a pas eu le courage de te dire. Et quand il va te l'expliquer, selon l'âge que tu as, ça te permet de comprendre, si papa agit comme ceci, c'est parce qu'il y a eu. Et là, tu le comprends mieux. Et là, la relation dans la famille est meilleure. On a 3 minutes. Et il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de questions. Et je vais poser une seule. On va être très bref dans la réponse. Il faudrait que je fasse un choix. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas la famille de leur mari? Oui, ça abonde. Il y a des femmes qui n'aiment pas la famille de leur mari et vice-versa. Il y a des hommes qui n'aiment pas la famille de leur épouse. Et ce qui n'est pas bien. En fait, c'est vrai que quand tu épouses, chez nous en Afrique, on dit quand tu épouses quelqu'un, tu épouses sa famille. Maintenant, il y a des gens que la culture occidentale qui veulent couper les choses. Vous pouvez couper au début, mais ça finira par vous rattraper. C'est vrai. Surtout en Afrique. Peut-être si vous êtes sous d'autres cieux où vraiment tout est organisé, c'est-à-dire même un décès, vous allez à la mairie, prendre des papiers et puis vous réglez vos choses là. Mais si vous êtes chez nous en Afrique où la famille s'imbrique toujours, le lien avec les autres demeure, quand tu épouses quelqu'un dans une famille, il faut savoir que tu as forcément des liens avec la famille de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer chez vous, décider, prendre les initiatives, mais ils ont leur place que vous allez maintenant ensemble décider. Et nous, je vais m'arrêter sur ça. Nous, on conseille ceci. Quand vous êtes en couple et vous êtes marié, s'il faut faire des cadeaux aux parents de la fille, c'est le garçon qui l'amène. S'il faut faire des cadeaux aux parents du garçon, c'est la fille qui l'amène. Même si c'est le garçon qui a donné l'argent, c'est la fille qui va amener ça aux parents du garçon. D'accord. Question, réponse oui ou non. Est-ce que c'est possible de donner son compte bancaire à sa femme? Oui ou non? Ça dépendra.
Oui. Ça dépend. Oui, c'est possible. Non, Oui. ça dépend. Oui. Si c'est possible, oui, mais ça dépendra. S'il pose la question, c'est parce qu'il veut faire, non? Donc, oui, il n'a qu'à essayer pour un Une dame ou mois. bien monsieur? Un mois. Il n'a qu'à essayer pour un mois. Si ça marche. Connaissons ta femme. Non, Si tu dois le faire ou pas, il y a tu des sais. femmes très économes. Hein. Il y a Ouais. des hommes Oui. très dépensiers Mm. qui ont épousé des femmes très économes. Économe. Et c'est plutôt sûr pour la famille de laisser la carte bancaire chez la femme. La femme. Ouais. Yeah. Et vice-versa. Sauf que par nature, la Oui. femme est dépensière. Maintenant, c'est de Non, on savoir a avec... changé. Ah bon. Ah non. On a changé et c'est sur ce ton qu'on va choir aujourd'hui cette émission. Il faut garder en tête que être parent, c'est une responsabilité. Être marié ou bien en couple aussi, c'est une responsabilité. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup et ceux qui ont envoyé des réponses concernant la question de Maman Noël, nous avons les réponses et demain, nous allons vous donner Là, le nom, ou bien le ou la gagnante. Oui. Je vous dis merci beaucoup les amis. Nous étions chapeautés par M. Jacques Eklou, accompagné de toute l'équipe. Derrière, M. Jean Gao ici était là. Nous avons Dr Kouloum et Bachana que vous avez vu évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez câblés sur la TVT pour suivre toutes les autres émissions de la journée. Bisous et à demain. Bye.